C'est édifiant. Aucune nation civilisée au monde ne dispose de dirigeants aussi apatrides que le Mali en pleine guerre pendant que son président est l'un des dirigeants les plus rémunérés du monde. Aucun État au monde ne met autant de pourcentage de ses revenus dans l'entretien de ses dirigeants qui sont en plus autorisés de disposer comme ils l'attendent des budgets de fonctionnement de l'administration et de l'armée ainsi que ceux alloués aux projets de développement économique, à la défense et à la sécurité. Chaque journée que le sieur Ibrahim Keïta fait au pouvoir est une insulte en la mémoire de nos ancêtres et de nos martyrs. C'est une insulte pour chaque Malien digne, pour chaque croyant, et pour chaque individu épris de valeurs humaines. Je serais indigne de mes camarades et de la mémoire des martyrs, de la gloire de mes ancêtres, et de la confiance du peuple malien, si je considère Ibrahim Keïta comme le président du Mali. Les faits parlent d'eux-mêmes. Il y a une personne qui occupe le fauteuil du président pour piller et détruire le Mali en continuant à dormir tranquillement chez lui parfois jusqu'à midi au grand détriment d'une partie de la ville incapable de prendre les routes coupées de sa maison construite avec l'argent volé, jusqu'à Koulouba. Une personne qui trahit tout le monde, Maliens et amis du Mali, soldats et jeunes, hommes et femmes, qui augmente chaque jour les salaires octroyés à ses collaborateurs pour recevoir les louanges criminelles des bouffons tout aussi indignes ennemis de leur pays pour leur ventre et leur perversion en tout genre, au nez et à la barbe du peuple muselé, trahi par ses leaders comme l'ADMA association au pouvoir et à la tête des manifestations de protestation des sans-voix. Je serais indigne de laisser continuer cette comédie sans faire tout mon possible afin d'y mettre un terme pour sauver notre nation. Je serais indigne si j'écoutais les bouffons et les faux amis du Mali pour respecter des institutions moins respectables que les groupuscules intégristes qui recrutent tranquillement dans le pays à cause de la médiocrité des dirigeants complices de l'ennemi, des déchets cruellement déshumanisés par leur obsession incurable des plaisirs obscènes et inavouables. Je serais indigne si je ne me bats pas pour les faire arrêter, afin de récupérer les immenses sommes volées qui se baladent dans les banques du monde ou qui sont englouties dans les entreprises rentables du pays. Les jeunes n'ont peut-être pas vu dans leur vie des pays et des sociétés qui vivent sans corruption, mais les adultes, et surtout ceux qui ont voyagé, ou qui vivent dans les campagnes savent que la corruption n'est pas une fatalité. Elle ne peut être tolérée que par des sociétés et des nations vouées à la disparition comme la Somalie. Je ne serais pas non plus digne du Mali, si je n'informais pas chaque Malien afin que le peuple se range derrière moi pour sa propre survie. Si ces voleurs milliardaires avaient la moindre compétence, le moindre savoir utile dans ce monde, ils ne voleraient pas, car ce qu'ils gagneraient le ferait prendre le vol, la tricherie en horreur. Les meilleurs n'aiment pas la tricherie même en classe, et encore moins dans la vie. Si Ibrahim Keïta avait une once de patriotisme, d'amour propre et d'amour pour les autres, il aurait démissionné de lui-même en aidant le Mali à trouver un dirigeant capable de faire face à ces nombreux fléaux avant le chaos qu'il voit plus nettement arriver à grande vitesse, du fait de son point d'observation privilégié de président. J'avais pensé que lui et d'autres auraient fait bloc derrière moi en 2013, en vertu de l'appel de détresse que j'ai reçu quasi simultanément le 21 mars 2012, venant du président Amadou Toumani Touré et des mutins, et me mettant le Mali en feu entre les mains. Je pensais bêtement que tout le monde avait perçu le danger, et que pour une fois, l'honneur, la vérité, et l'intérêt collectif allaient prévaloir. Je fus d'abord choqué par le choix de Dramane Dembélé comme candidat de l'ADMA pour laquelle je me suis sacrifié contre ATT. Un individu notoirement pourri qui faisait l'objet de poursuites judiciaires pour corruption et qui se voyait ainsi mis à l'abri de la justice. Un cancre d'une telle médiocrité et d'une indignité sans pareil qui est entré dans l'AM sur la pointe des pieds en 1992 après la chute de Moussa, pour torpiller l'AEM en compagnie d'autres étudiants traite à leur nation et au sacrifice des martyrs. Sans expérience, il se retrouva directeur des mines coiffant du même coup ses propres professeurs, pour service rendu à l'ADMA. Un service qui n'était autre que la démolition de la mémoire des martyrs, et qui préside aujourd'hui au bouffe hebdomadaire de soi-disant dirigeants de l'AEM, continuant ainsi sa sale besogne de tromperie de la jeunesse sur la réalité d'une révolution à laquelle il n'a pas participé au même titre que Oumar Meriko qui d'ailleurs participe au même bouffe indigne, tandis que les leaders de l'AEM durant la révolution, vivent dans la misère, marginalisés un peu partout dans le pays, et
obligé de la boucler par peur des imposteurs clamant que tout le monde a lutté en 1991, comme si Moussa se battait seul sans personne de son côté aussi bien au sein de la jeunesse que dans le reste du peuple. Après l'enfer de la mutinerie durant laquelle lui-même était injoignable, je fus horrifié par Zoumana Sacco qui a profité du respect d'aîné que je lui voue, notamment à cause de son intégrité de financier patriote, pour me demander avec insistance de le rejoindre au siège de son parti, pour assister à une réunion que lui, Mara et Yeh Samake présidaient, tandis que moi j'étais placé en face d'eux, au milieu de leurs partisans et des jeunes dont un représentant des mutins enregistrant les conversations. À mon arrivée j'étais allé le saluer dans son bureau, et j'ai vu un gros et grand type assis comme le maître de l'univers en personne, exactement le fils de son ridicule et nationalement détesté père Joseph Mara qui torturait à l'électricité, de manière horriblement obscène et humiliante, Tiekoro Bagayoko, son propre ami et complice en 1978, par excès de zèle, devant les soldats écœurés, pour faire plaisir à Moussa Traoré qui l'avait épargné. Joseph Mara, arrêté un an plus tard en mars 1979, prendra le même avion avec Tiekoro Bagayoko, Kissima Dunkara, Karim Dembélé, Sohangalo Samake et les autres, pour le bagne de Taoudéni où il passa 10 ans pour corruption, raquette de la population civile innocente, en tant que chef enquêteur désigné contre les infortunés Kissima, Tiekoro et Karim, père de la camarade Ramatoulaye si honteusement sali par Ibrahim Keïta pour honorer le tueur de masse Moussa Traoré, lors d'une fête de la démocratie. L'investiture d'un président démocratiquement élu, oubliant que son niveau d'instruction et ses mœurs le disqualifiaient à tel point sous le même Moussa qu'il n'avait pas eu la moindre place dans la fonction publique malienne. L'ancien Premier ministre de transition était visiblement fier d'être ainsi honoré à sa grande surprise par Yeh et Mara qui étaient déjà allés se porter en conseiller de Sanogo pour faire une transition de 150 personnes dont 50 postes pour les maires, les mêmes qui ont pillé le pays en vendant les terres et en transformant le marché de l'immobilier au point qu'il est aujourd'hui plus dangereux d'acheter un terrain que d'aller se battre au front. Zou ne prit même pas la peine de m'écouter en privé avant le début de la réunion. Même si son habileté politique est en dessous du niveau 0, c'est un bon gestionnaire, très rigoureux, ce qui en faisait l'ennemi des affamés de l'ADMA et autour de ATT pendant la transition de 1991-1992 et qui m'avait poussé à le soutenir corps et âme, souvent dans des conditions périlleuses jusqu'à la fin de la première transition qui ne connut pas le même pillage que celui auquel on assista sous Diango Sissoko en 2012-2013. Il croyait que Mara et Yeh étaient là pour le soutenir, alors qu'il était venu le voir pour montrer au cancre suicidaire Sanogo qu'il était important alors qu'il n'avait aucune importance. Il n'avait pas compris que son ennemi intime et bourreau Ibrahim Keïta était lui aussi dans le jeu pour montrer toute son importance de faux jeton capable de tout, face aux jeunes mutins. Tel père, tel fils. On verra le même Moussa Mara courir partout, voulant être avec tous les camps opposés durant la transition. Ce n'était pas étonnant de le voir bombarder ministre de son père spirituel Ibrahim Keïta, en tant que simple maire d'une commune du district de Bamako, sans aucune représentation au Parlement, et avec un niveau intellectuel en dessous de celui d'un vrai comptable, lui qui dispose d'un papier le désignant expert comptable. Il n'est même pas capable d'écrire un simple discours, ou une simple déclaration d'une demi-page en une journée entière. Il n'est d'ailleurs pas le seul dans ce pays, à avoir des diplômes bidons qu'il met en avant à chaque présentation. Mais quand on voit le niveau et les pratiques au sein de l'école malienne, c'est pas étonnant. On peut désormais inscrire son enfant à l'école, le garder à la maison toute sa vie, de la première année au doctorat. Tous ces diplômes le trouveront à la maison avec la mention désirée. Il suffit de payer. J'ai été surpris de le voir Premier ministre. Que Ibrahim Keïta remplace Tatam Ly, le fils de feu Ibrahim Ly et de Madina Tall que je connais bien, par Moussa Mara était la dernière qu'un connaisseur de la classe politique et de l'histoire pouvait vraiment imaginer, mais j'en ai tiré aussitôt quelques convictions nettes et précises. Le poste de président du Mali, et celui de Premier ministre, n'étaient plus désormais occupés par ceux qui apparaissent devant le peuple avec ces deux titres. 1. Le président ne travaille pas, ne peut donc pas gouverner, c'est impossible.
Le pays ne s'arrête jamais de tourner. Certaines décisions doivent être prises, et ça ne s'arrête jamais. Ce ne sont pas des décisions faciles, les ministres et les conseillers ne peuvent pas les prendre. Même quand leur vie en dépend, ils ont besoin de feux verts ou des directives claires et précises pour certaines choses. J'ai vu comment même les mutins qui tenaient la ville avaient besoin de conseils ou de savoir ce qu'ils devaient faire. Quand ça concerne toute une nation, et quand c'est grave, on n'ose jamais décider quand on n'y est pas autorisé, ou on n'a juste pas envie d'assumer sans y être autorisé, conseillé ou guidé. Le président lui-même avec tous ses pouvoirs n'ose jamais décider sans écouter un ou plusieurs conseillers. La nation contient nos propres familles et ce que nous avons de plus cher ou que nous craignons le plus. Au plus haut niveau, quand on réfléchit face à certains choix, on prend conscience du fait terrifiant qu'on peut graver son nom pour la postérité pour de mauvaises raisons. J'ai eu à affronter quelques rares situations uniques de ce genre, avant, pendant et après la Révolution jusqu'à mon départ de l'AEEM, pendant 3 longues, épuisantes et dangereuses années, de janvier 1991 à octobre 1993, et pendant les journées chaudes de la mutinerie des 21, 22, 23 mars 2012. Quand on détient dans ses mains un certain pouvoir ou une capacité quelconque, de faire du bien et du mal en même temps, à un niveau plus grand que n'importe qui dans sa famille, ou pire dans son pays, à un moment donné, avec la confiance et l'espoir des autres, il faut en être conscient à chaque instant, pour ne pas commettre l'irréparable aussi bien pour soi, et surtout pour les autres. En tant que leader, parfois nos décisions et nos actes commis au nom et pour le collectif, nous marquent définitivement à jamais plus qu'ils ne marquent le reste du monde. On peut être amené à prendre des décisions contre l'avis majoritaire ou unanime, et en même temps tout le monde trouvera que c'est ce qu'il fallait exactement faire à votre place. On peut être surpris de se rendre compte qu'au fond, tout le monde voyait ou espérait secrètement sur ce choix, mais que chacun préférait vous laisser le soin de décider et d'assumer à vous tout seul, afin d'avoir leur soutien total après coup, en oubliant chacun ses propres positions particulières, individuelles ou partisanes. Mais quand on est chef, et qu'on n'est pas conscient du simple fait que c'est un sacerdoce qui ne donne que rarement lieu à des moments de détente, on peut porter fièrement des titres, profiter de ses rémunérations, du respect et de la considération des autres, et même de l'estime de soi, tout en ignorant le travail et les responsabilités sous-jacentes. Je n'arrive pas à accepter, ni à comprendre pourquoi et comment les gens arrivent à faire cela. Mais je sais sans le moindre doute que c'est désormais la manière de fonctionner la plus courante, la plus normale et la plus gratifiante, au sein de la classe politique malienne, et au sein des syndicats, des associations, et des groupes généralement fondés sur le mode de participation à titre individuel. Ce sont de simples biens de consommation, des abonnements sans engagement, ni devoirs moraux. Que des droits garantis pour le riche et malhonnête consommateur. Les familles les plus intelligentes ont carrément décidé de se repartir entre les produits phares des grands fournisseurs du moment. Finalement, on peut être au pouvoir quand sa femme, sa fille, ou son beau-fils, se bat à la tête de l'opposition. Aminata Mega, la première dame, est le frère de Youssouphi, ex-directeur de campagne victorieux de son mari en 2013, qui pour élargir les chances de la famille de rester au pouvoir quels que soient les résultats du scrutin inquiétant de 2017, a rejoint l'URD et son autre cousin éloigné Soumaïla vainqueur incontestable autoproclamé avant l'organisation même de l'élection présidentielle. Il s'est fait remplacer au poste de Premier ministre, par son cousin Soumelou, lisse, accommodant et universellement disponible chef d'un petit parti ayant successivement servi tous les régimes du Mali depuis le 26 mars 1991. Puisque les gens voulaient semble-t-il un peu de bonne gestion, d'honneur et de dignité dans le pays, après des années de pillage, de vol, de reniement total, de trahison, de perversions et de crimes en tout genre, le très malin frère Soumelou se fit remplacer par le gentil jeune frère du chef de son propre parti, qui se trouvait déjà bien placé aux commandes des finances de la famille, et au sein du RPM qui appartient lui-même à la famille, et qui s'était vu systématiquement refuser le poste de Premier ministre, en dépit de sa majorité incontournable, en théorie, au Parlement, pour le choix du Premier ministre.
Ça fait quand même 3 membres de l'entourage immédiat de la Première Dame, désormais à l'abri du besoin pour le restant de leur vie, avec leur retraite de millionnaires, déjà quasi milliardaires en une année, avec 75 millions nets d'impôts, d'argent de poche, par mois. Mais quand on peut faire applaudir Mara par la jeunesse et la presse, en remplacement de Tata Mli, on découvre qu'on peut faire tout ce qu'on veut en la matière. 2. Le poste de Premier ministre disparaissait de fait au profit de la famille du président, exactement comme le président disparaissait au profit de sa famille. Les vrais titulaires ne sont que des prêtres non généreusement rétribués à vie, sans avoir eu à assumer le moindre pouvoir. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai été indulgent avec les premiers ministres successifs qui ne sont que des boucs émissaires en réalité, mais gravement complices de tout le mal infligé au peuple malien, par simple cupidité. Ils ne sont que là que pour tromper et faire croire qu'il y a un Premier ministre, exactement comme ils font croire aux Maliens qu'il y a un vrai président travailleur nommé Ibrahim Keïta. Ibrahim Keïta n'est que le prête-nom du vrai ou des vrais présidents qui travaillent et décident à sa place. On ne gouverne pas une nation, en passant la journée à s'amuser en regardant sa trop luxueuse montre, un rêve de gamin devenu réalité. Le coupable de tout cela est celui qui a été élu et non sa famille. Qui d'autre de plus docile, prêt à tout pour arriver, que Moussa Mara, le fils de son père que Ibrahim Keïta a bien connu lui aussi. J'avais vivement critiqué son projet de visite à Kidal, car, à part ceux qui sont complètement hors de la réalité du pays, chacun savait que c'était une provocation pour les rebelles, au moment où le pays se retrouvait dans une situation hasardeuse et défavorable sur le terrain, mais lui, il s'en fichait, comme son président. Ce qui les intéresse, c'est user leur ventre. Ils pourraient vendre et faire tuer le Mali tout entier, sans ressentir le moindre remords toute leur vie, du moment où ils vivent dans l'opulence. Personne n'a souillé la tenue de l'armée malienne autant que les 4 personnes suivantes. 1. Le capitaine Djibi Silo Diarra et ses atrocités commises contre les populations civiles blanches du Nord lors de la première rébellion du Nord. Les atrocités de Djibi Silo Diarra font partie des argumentaires les plus percutants de la rébellion Touareg pour recruter et pour convaincre lors des discussions sur le problème du Nord. À cause de lui, le monde civilisé défend les Touaregs sur des bases morales, en mettant les régimes du Mali dans le rôle du méchant pour toujours. Il fut arrêté pour tentative de coup d'État et mourut comme un chien en prison dans les mains de Moussa Traoré. 2. Le lieutenant Moussa Traoré contre Cabral, Thiokari, ses amis et ses tueries de masse en mars 1991, plus de 200 morts, des milliers de blessés, des millions de traumatisés à vie, en 4 jours. 3. Le capitaine Amadou Sanogo avec ses pillages de la douane, et ses atrocités contre les bérets rouges, durant la transition de 2012. 4. L'inqualifiable Joseph Mara et ses crimes contre des officiers de l'armée malienne, avec des scènes de torture qu'on ne peut pas décrire aux enfants, contre ses propres amis et complices pour qu'ils dénoncent leur complice qui n'était autre que lui, le lieutenant-colonel Joseph Mara. Ils se montrèrent plus dignes que lui et ne le dénoncèrent jamais. Dieu ou lui-même se chargea de lui. Quoi de moins étonnant que de voir le fils du Guinéen apatride sans foi ni loi Joseph Mara, rappeler aux Maliens devenus amnésiques, les bons souvenirs de son immonde truand de père, au sein d'une classe politique qui a décidé de sombrer dans le mensonge, la trahison, le vol, les faux semblants, et le paraître pour épater la galerie avec de simples grands bebous coûtant plus cher que le salaire moyen pratiqué dans le pays. Comment un homme aussi droit, brillant et intègre comme Zoumana Sacco pouvait l'oublier? C'était si pénible que 2 jours après, je claqua la porte en disant à Zou et aux membres de son parti, toute ma tristesse face au manque de respect, de gratitude et d'intelligence, avec lesquels ils m'ont traité, à leur propre détriment et à celui du Mali. J'avais calmement mené ma barque sous le feu. J'étais épuisé par 3 jours de tension sans pratiquement dormir, mais je n'avais lâché personne, et encore moins le Mali dont je continuais à m'occuper, sans tambour ni trompette, pour ma propre sécurité et dans l'intérêt du peuple malien. Apparemment eux qui étaient des adultes avaient oublié qui je suis, et ce que j'ai fait pour le pays de 1991 à 1993, avant,
pendant et après la révolution que j'ai menée à la tête du peuple tout entier comprenant l'armée et qui m'avait valu la confiance de ATT et de l'armée même 20 ans après quand il n'y avait plus aucune solution apparente dans l'urgence. Quelle ironie! Malgré moi-même je suis devenu un spécialiste de gestion de crise, après avoir déclenché et conduit la plus grande crise politique de l'histoire du Mali en mars 1991, pour renverser le sanglant et ignare dictateur lieutenant Moussa Traoré. Se faire coiffer au poteau par ATT et Oumar Meriko, ensuite par tous mes camarades, n'a visiblement pas suffi à me réduire à l'état de citoyen comme les autres. Je me suis peut-être laissé faire dans l'intérêt du Mali, et parce que je vois nettement certaines choses lointaines qui échappent souvent à beaucoup d'autres. Les mutins m'ont trahi alors que je voulais les sauver, eux ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin d'être sauvés car ils tenaient le pays en otage. Si j'avais pu rencontrer ATT avant le 21 mars 2012, il n'y aurait pas eu de mutinerie. Il aurait fait quelque chose, 2 ou 3 choses que personne n'était capable de voir dans son entourage. 2 ou 3 choses pour le Mali et pour lui-même afin de finir dignement son mandat qui était déjà fini de toutes les façons. D'ailleurs quand j'ai reçu son message, je pensais qu'il croyait que j'étais derrière la mutinerie à cause de nos différends lors de la précédente transition, ayant été le seul à le combattre ouvertement 20 ans plus tôt pour qu'il quitte le pouvoir à la fin de la transition en 1992, afin de montrer le respect de nos propres lois dans le nouveau Mali, et pour sa survie politique à long terme. Il aurait eu le même problème qu'en mars 2012, non pas après 10 ans de pouvoir, mais à peine après un an ou deux en 93 ou 94. En tant que militaire, il n'aurait pas résisté à l'incendie de l'Assemblée nationale le 5 avril 1993 qui a failli faire partir Alpha moins d'un an après son élection. Toi et moi avons été les 2 principales victimes politiques de la Révolution. Je suis tombé le 26 mars 1991, en même temps que toi. Toi tu es allé en prison, et moi j'ai pris le chemin indigne de l'exil forcé, avec mes camarades me désignant, dans mon dos, comme le plus grand traître de l'AEM qui fut détruite 2 mois après mon départ en février 1994, et ce fut la première année blanche. Ai-je dit à Moussa au cours de notre rencontre en 2009. Même depuis la France, j'ai pourtant essayé de peser sur les choses. J'ai mis un mois de bourse dans le téléphone pour joindre les responsables de l'AEM qui finalement ne m'écoutaient plus. J'étais loin d'imaginer que mes propres amis étaient en train de dire partout à Bamako que j'étais mort, insinuant que j'avais vendu l'AEM. Ibrahim Beber, trésorier adjoint du premier bureau de coordination, eut l'impression de voir un fantôme en me croisant par hasard dans la rue à Paris en 2004, me demandant si c'était vraiment moi, car on lui avait dit que j'étais mort. Ça me fit vraiment rire, je savais exactement qui pouvait parler ainsi. C'était ma façon à moi de dire à un camarade corrompu qu'il était fini pour l'AEM et pour la politique, et que j'en faisais mon affaire. Ça venait de mes amis proches. Alors le doute n'était plus permis. Mes amis m'avaient tué et enterré dans mon dos, pour quelques billets glissés çà et là par mes ex-compagnons et ennemis au pouvoir. Mais comment aurais-je pu les vendre alors que j'avais quitté l'AEM depuis octobre 1993 après avoir passé un an et demi sans école, tout en me battant péniblement pour que les camarades restent en classe, car j'anticipais simplement le prochain coup de l'ADMA. Le Premier ministre Abdoulaye Sekousso m'avait dit au téléphone, une semaine avant son limogeage, qu'il n'avait plus la confiance du président. Ce n'était pas une bonne nouvelle pour les finances du Mali, ni pour l'honneur et la dignité au sommet de l'État. J'ai informé les dirigeants de l'AEM de ne pas étaler leur faiblesse en retournant la population contre eux avec des actions impopulaires de perdants qui agaçaient même les partisans les plus déterminés du mouvement. Comment l'AEM pouvait-elle perdre sa base au point d'en être réduite à brûler des pneus sur les routes de Bamako, après avoir assuré l'ordre et la sécurité durant un mois 2 ans plus tôt, avec la reconnaissance et l'admiration qui lui apporta nourriture, médicaments, des dizaines de millions en quelques semaines pour l'aider à soigner ses blessés. Le sanguinaire Moussa Traoré avait savamment divisé l'armée et le peuple pendant 23 ans, afin qu'elle l'aide à assouvir ses ambitions individuelles de plus en plus démesurées. Il préparait déjà son fils pour le remplacer après sa mort.
Moussa, le champion du reniement, du manquement à sa parole d'officier devant toute une nation, avait promis en 1968 qu'il allait rendre le pouvoir au bout de 6 mois, puis au bout de 10 ans, et était finalement content de déclarer un faux multipartisme pour conserver le pouvoir dans sa famille, comme au Togo ou au Gabon, alors qu'il était incapable de payer les fonctionnaires ou d'entreprendre un moindre développement avec 2 grandes famines décimant la population et le bétail, en l'espace de 5 ans, pendant qu'il vendait fièrement l'aide alimentaire à Bamako, pour préparer le futur selon lui, en laissant mourir de faim ses compatriotes partout dans le pays et plus cruellement au nord désertique. J'ai compris plus tard durant mes vacances au Mali, que certains responsables de l'AEM étaient payés par l'ADMA pour justement radicaliser le mouvement, alors qu'ils n'avaient pas la base derrière eux. Les traîtres, certains sans niveau universitaire véritable, sont aujourd'hui de hauts cadres, grands patrons de banques ou ont été carrément ministres. Ils sont ouvertement corrompus et fiers de l'être. C'est eux qui tuent des moutons chaque week-end, et qui empêchent les combattants traumatisés, les victimes et les parents de victimes de témoigner à chaque anniversaire. Ce sont des individus aussi sombres et pervers comme Foussani Sidibé qui combattit l'AEM au lycée technique sous Moussa, ou Draman Dembélé, entré dans l'AEM en 1992, en même temps que Fous dans l'euphorie de la victoire, un an après la Révolution, pour trahir et vendre ses l'AEM, afin de trouver une place dans l'ADMA, et de quoi manger pour prolonger leurs nuisibles existences sur le dos des martyrs et de leurs familles. Ils sont tous milliardaires aujourd'hui, se moquant ouvertement de mes misères passagères devant moi, tout en continuant à me traiter de traître dans mon dos, devant nos jeunes frères qui nous ont succédé à la tête de l'AEM qui est sous la coupe du gouvernement depuis mars 1994 et l'incarcération de ses leaders. Les jeunes leaders pauvres, affamés et sans éducation, vont prendre conseil auprès d'eux moyennant de quoi faire la fête. Certains d'entre eux connaissent la vérité mais ils s'en moquent. De toutes les façons l'AEM n'est plus ce qu'elle a été pendant les 3 premières années de son existence. Le bilan est édifiant à ce titre et chacun le sait. Nous n'avons jamais cautionné l'année blanche. Nous attirions les premiers de la classe avec l'appât des bourses d'études à l'extérieur attribuées sans magouille ni ostracisme comme ce fut mon cas sous Moussa en 1989. Vu leur fainéantise et leur médiocrité, je leur ai dit à tous avant de partir, je vous donne 6 mois maximum, avant de vous retrouver tous en prison, car vous ne travaillez pas en tant que leader, vous ne réfléchissez pas. Vous entrez dans les bureaux, portez des titres pour frimer, en oubliant de faire le travail pour lequel vous avez été élu. Vous avez peur de la base. Vous êtes incapable d'anticiper les coups de l'ennemi. Vous voulez que je parte, bien je m'en vais. En fait, je me doutais que nombreux étaient mes camarades trop pressés de me voir quitter le Mali, afin de se vendre sans risque aux politiciens sans honneur ni dignité. J'avais en l'espace d'un an et demi, fait radier à vie, de l'AEM, beaucoup de responsables qui sont d'ailleurs aujourd'hui les patrons des groupements salissants d'anciens de l'AEM. Ce n'est pas pour rien que les camarades m'appelaient dictateur, certains corrompus allant jusqu'à dire publiquement, sans rire, que je serais capable de tuer tout le monde si jamais je devenais président. S'ils m'avaient écouté, même de loin, ils n'auraient jamais été en prison, et il n'y aurait jamais eu d'année blanche. Les gens n'imaginent pas la gravité de l'année blanche sur des milliers de vies et de familles, et sur tout le pays. Les mutins qui étaient sous le feu ont cessé de m'écouter une fois le calme revenu grâce notamment à mes efforts. Ils se sont crus plus beaux et plus puissants une fois le calme revenu. Ils ne voyaient pas les très nombreux dangers qui les guettaient. L'ignorance est si affligeante. Avec le retour au calme, dès le 24 mars, les charognards ont lâché ATT finalement obligé de se taire comme un malpropre à Dakar, alors que c'est une mutinerie qui l'a poussé à la démission et non un coup d'État, tandis que moi j'étais livré à moi-même, seul, isolé, et sous surveillance constante à Bamako, avec les mêmes charognards prêts à me bondir dessus, avec l'aide des mutins, ou Dieu sait encore, avec l'aide de n'importe quel ennemi intérieur ou extérieur du Mali. Je n'avais entièrement satisfait personne, d'un côté ou de l'autre. Je voulais le calme, avant toute autre chose. Les vautours et les charognards aussi lâches qu'immondes, ont caché l'histoire au point que quand Moussa est réapparu sur la scène, ils étaient subitement redevenus les moins que rien qu'il était sous Moussa.
Et pourtant j'étais bien là à côté, pour les permettre de retrouver un peu de tenue et de dignité face à eux-mêmes. Le mensonge, la falsification de l'histoire, l'adma et le CNIT s'accaparant de la révolution dont ils étaient loin à la veille du congrès de Moussa, la marginalisation des victimes et surtout des mères de victimes et témoins clés de l'horreur du régime sanguinaire, n'avaient qu'un seul but, aliéner la jeunesse qui ne fréquente plus les classes que pendant le tiers de l'année, se retrouvant avec le bac sans avoir le niveau du CEP. Un ignorant a toujours peur, c'est comme n'importe qui dans l'obscurité. Tout cela avait le même but. Faire peur à une jeunesse si aliénée qu'elle tremble devant un Moussa Traoré qui doit uniquement sa vie à notre humanité, nous les vrais révolutionnaires qui l'ont fait partir, avec les comités de crise de quartier de l'AEEM, les avant-gardes de la révolution, assurant la sécurité de Bamako pendant un mois, quand les soldats, les policiers, ni aucun homme, n'osait se faire voir en tenue dans les rues de Bamako dans les semaines qui ont suivi le massacre perpétré sous les ordres du même Moussa qui était si ignare au point qu'en toute honnêteté, il ne se jugeait pas apte à gouverner le Mali pour plus de 6 mois, et qui voulait mourir au pouvoir, pendant qu'il se moquait des fonctionnaires faisant 6 mois sans solde, en leur demandant pourquoi ils acceptaient de travailler alors qu'ils n'étaient pas payés, faisant mine d'oublier qu'ils tueraient quiconque refusant de travailler pour faute de salaire, à l'image de simples élèves et étudiants comme Sori Ibrahim Thiokari et Abdoul Karim Camara, 2 jeunes lâchement assassinés pour mettre fin à la grève des élèves et étudiants réclamant simplement de meilleures conditions d'études. Les jeunes victimes du manque d'instruction faute d'école et d'éducation faute de la misère des parents, les croient, détruits comme ils le sont par l'ignorance et le manque cruel de connaissances sur eux-mêmes, sur leur propre pays et sur le monde. Le Mali est au bord du chaos total qui mettra en nu l'horreur que représentent ses institutions et sa classe politique. Il ne faut pas attendre le même scénario ou une situation plus chaotique que celle des 21 au 23 mars 2012 quand Bamako se couchait et se levait sous les coups de feu, avec toute sa classe politique criminelle déjà loin du pays dès les premiers coups de feu, et qui est venue aggraver la situation du pays une fois le calme revenu.